Bonjour, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors au programme aujourd'hui du 9 dans le quartier de Pontanézen à Brest, et puis un plan de lutte contre les algues vertes dévoilé à Douarnenez. Et enfin Pascal Olivard, ancien président de l'UBO, devient le nouveau président de l'UBL, l'Université de Bretagne-Loire. Il est notre invité actu du jour. Bonjour Pascal Olivard. On fera le point sur votre nouvelle mission dans un instant. Et puis demain, mercredi, TBO diffuse un documentaire intitulé 20 000 watts sous les mers qui retrace l'aventure de l'hydrolienne Sabella Dédis, actuellement immergée près de l'île d'Ouessant. Ce film, c'est vous qui l'avez réalisé, Moira Chapdelaine. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Jean-François Davio, directeur de l'entreprise Sabella. Vous êtes forcément le héros de ce film. Bonjour Jean-François. Bonsoir. Et puis on parle de 20 000 watts sous les mers ensemble tout à l'heure. Et puis comme chaque mardi, nous mettons à l'honneur un projet breton qui a besoin de vous pour se réaliser. Aujourd'hui, il s'agit des gazecs du pays des Avers, une spécialité qui va vous mettre l'eau à la bouche et dont le concepteur est avec nous, Olivier Lazenec. Bonjour. Bonjour. On a hâte de vous entendre parler des gazecs et puis de les goûter aussi. Mais avant, on fait un point sur l'actualité de ce mardi 26 avril. C'est une bonne nouvelle pour la France et pour la Bretagne aussi, tout particulièrement. Le groupe DCNS a obtenu un contrat historique avec l'État australien, une commande de 12 sous-marins pour un budget estimé à 34 milliards d'euros. Si le pôle de Lorient avait travaillé sur la conception de ce sous-marin Shortfin Barracuda, les ingénieurs de Brest sont spécialisés dans l'entretien et la maintenance de ces engins hybrides. Pour l'heure, le groupe DCNS n'a pas communiqué sur l'impact direct sur l'emploi en France et de ce gros contrat. À Adélaïde en Australie, c'est 2900 emplois qui vont être créés. L'Université Bretagne-Loire a élu son président. Pascal Olivard, vous avez été le directeur de l'Université de Bretagne occidentale durant 8 ans. 9 ans. 9 ans. 9 ans. Mais depuis hier, vous êtes le président de l'UBL. Alors l'UBL, c'est la toute nouvelle communauté d'universités et d'établissements de Bretagne et Loire. Ça sert à quoi exactement? Alors c'est une grande fédération, ça vient de la loi du 22 juillet 2013 qui vise à organiser, coordonner les établissements à l'échelle d'un territoire, qu'ils puissent être académiques ou interacadémiques. Et nous avons fait le choix de créer cette grande fédération à l'échelle de la Bretagne et des Pays de la Loire. Et cette communauté rassemble aujourd'hui 27 établissements, ce qui en fait la plus grande commune de France, avec 160 000 étudiants, 20 000 personnels. Mais les 27 établissements, ce sont les 7 universités du Grand Ouest, en fait. Et 15 grandes écoles, dont des écoles brestoises d'ailleurs, mais de nombreuses écoles bretonnes, et ligériennes aussi, évidemment. Et 5 grands organismes de recherche qui nous ont rejoints. Et au-delà, eh bien, il y a une quarantaine d'établissements qui sont acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche de nos territoires, qui vont s'associer ou devenir partenaires de ce grand établissement. Ça sert à quoi? À avoir plus de poids? Alors, notre ambition, et voire même notre défi, notre devoir, c'est de faire exister le Grand Ouest de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui aujourd'hui n'est pas reconnu par la tutelle, par l'État lui-même, parce que nous avons un modèle spécifique, réparti sur les territoires, et qui n'est pas conforme au schéma que l'on se fait de Paris, des grandes concentrations métropolitaines. Or, quand nous regardons ce que nous faisons sur nos territoires, que ce soit à Brest, à Rennes, à Nantes, à Lorient, à Angers ou Le Mans, eh bien, chaque établissement recèle de la spécificité, de l'excellence, et nous faisons le pari que par la coordination, par la coopération, eh bien, nous allons exister, faire comprendre au ministère que notre modèle est pertinent, qu'il rend service au territoire et à ses citoyens, et qu'il peut être aussi visible très loin à l'international. Ça va changer quoi au quotidien pour les 160 000 étudiants de l'UBL? Alors nous allons travailler notamment sur la carte de formation pour la rendre plus visible, plus compréhensible, et qu'elle réponde au mieux aux attentes de nos étudiants, mais aussi des personnels des entreprises en mobilité professionnelle, en reconversion ou en reprise d'études. Donc une carte beaucoup plus lisible, plus accessible, et donc nous allons favoriser également la mobilité de nos étudiants à l'échelle de ce grand territoire interrégional, et pour le bien de tous et de nos territoires, parce que les voyages forment la jeunesse, et même sur un territoire comme l'Université de Bretagne-Loire, il y a aussi à trouver des choses qui correspondent à ses propres aspirations et à ses propres besoins en matière de formation. Une dernière question, quelle va être votre grande priorité durant ces 4 ans de mandat? La priorité, c'est vraiment de structurer nos départements de recherche. On en a créé 10, qui vont de quelques centaines de chercheurs et enseignants-chercheurs jusqu'à 1000, notamment sur le volet du numérique. Vraiment mettre en synergie ces communautés pour pouvoir nouer des partenariats à l'international qui soient structurants et très visibles. Et j'évoquais la question de la mobilité, de la carte de formation, elle est essentielle. Il y a aussi le volet entrepreneuriat étudiant, parce que je porte cette ambition de faire du Grand Ouest, de la Bretagne et des Pays de la Loire, une terre d'entrepreneurs. Premier grand rendez-vous pour l'UBL?
dans 3 ans, 2020, première auto-évaluation, et nous saurons si nous avons gagné ce pari et si on peut se projeter sur 2025-2030. Et vous viendrez nous en reparler, évidemment. Avec le plus grand plaisir. Merci Pascal Olivard. Dans l'actualité également, l'équipe du centre social de Pont-à-Nézen à Brest a retrouvé ses locaux. Après 15 mois de travaux, le centre avait brûlé en décembre 2014 et ce mardi, les élus brestois ont visité les locaux refaits à neuf. Un nouveau directeur a été recruté et Frédéric Lorenzon l'a rencontré. T'as vu comment je suis costaud? Après 15 mois d'absence, les salariés du centre social de Pont-à-Nézen à Brest retrouvent leur bureau. Non, ça fait plaisir de retrouver le bureau. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas revenu dans ce bureau? 1 an et 4 mois. Avec ses 20 collègues, Barbara retrouve des locaux rénovés après l'incendie criminel de décembre 2014. Un travail a été fait pour mieux sécuriser les lieux et puis aussi mieux éclairer les lieux. Les élus de Brest viennent découvrir ces lieux, 1400 mètres carrés de locaux fraîchement repeints pour une multitude d'activités. Il y a différentes activités tout au long de l'année, tout au long de la journée, qui sont en direction des jeunes, des moins jeunes, des enfants, des ados, des adultes, nos aînés. Et tout le monde se retrouve. Donc il y a des soirées où on arrive à réunir 180, 200 personnes. Après l'incendie et des agressions, les salariés de l'association Horizon s'apprêtent à fusionner avec une autre association, Léo Lagrange. Le nouveau directeur en est d'ailleurs salarié. Nouvellement arrivé à Brest, il connaît la situation antérieure, mais retient surtout les atouts du lieu. Pas du tout d'inquiétude, sinon qu'ici on déménage et que moi je suis aussi en train de déménager mes cartons, donc il y a une thématique déménagement dans ma vie en ce moment, mais non, plutôt une envie de découvrir, de rencontrer les gens. On a un bel équipement comme celui-là qui offre des tas de possibilités diverses et variées. On peut y venir dans une asso, on peut venir y pratiquer une activité, on peut y mettre ses enfants, on peut y venir en réunion, on peut venir faire la fête, on peut venir voir des spectacles, enfin on peut faire des tas de choses ici. Voilà, on a un équipement qui n'est pas limitatif par rapport aux idées qu'on peut avoir. Et les idées bénéficieront d'un coup de pouce, 20 000 € pour 7 quartiers de la ville de Brest. Une somme destinée aux habitants qui ont un projet. Et les énergies des habitants, il y en aura du 30 mai au 3 juin. Cette semaine-là, le centre de Pont-à-Nézen organise une semaine spéciale d'animation pour célébrer sa réouverture. Tous les étés, c'est le même refrain, les algues vertes polluent les plages. Depuis 2012, les agriculteurs du bassin versant de la baie de Douarnenez sont engagés dans un plan de lutte contre ces algues. Ce mardi, ils rendent leur bilan sur 3 ans d'efforts pour diminuer les quantités d'azote relâchées dans les rivières. On regarde le reportage de Camille Pochet. Michel Lepage a suivi un plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes de 2012 à 2015. Comme lui, 41% des exploitants agricoles du bassin versant se sont engagés à combattre les algues vertes qui s'échouent sur les plages de la baie de Douarnenez. Grâce à l'achat d'une faucheuse autochargeuse, il limite sa production d'azote. La machine fauche l'herbe pour ensuite la porter aux vaches. On a investi 32 000 € dans cette machine il y a 2 ans et 40% d'aide. S'il n'y avait pas eu ces aides-là, je pense qu'on n'aurait peut-être pas fait le pas si tôt pour l'achat de ces machines. Michel Lepage a converti 12 hectares de champs de maïs en herbe, limitant ainsi sa production d'azote de 707 kg par an. Si on prend la baie de Douarnenez et tous les agriculteurs, cela se compte en tonnes. On avait un objectif de réduction, donc de baisse des fuites d'azote de 140 tonnes annuelles. Et aujourd'hui, sur les chiffres que l'on a, on est plutôt aux alentours des 190 tonnes. Donc on considère qu'on a plutôt bien travaillé sous cet aspect-là. Les résultats mesurés dans l'eau des rivières de la baie de Douarnenez s'en ressentent. Pourtant, pour Alain Ménez-Gouen, qui étudie le sujet depuis 30 ans, les taux actuels ne sont pas encore assez bas. On est encore en moyenne aux alentours de 20 mg de nitrate, ce qui est presque 10 fois la teneur totalement naturelle dans nos fleuves. Et donc nos études, nos calculs montrent qu'il faudrait redescendre à 10 en moyenne pour voir les marées vertes diminuer d'au moins de moitié. Donc on a encore du chemin à faire. L'association Baie de Douarnenez Environnement exhorte, elle aussi, les agriculteurs à continuer leurs efforts. Ce qu'on peut espérer de mieux, c'est qu'enfin les producteurs
comprennent le désir des consommateurs. Et là, on verra changer les choses. On verra, c'est déjà le cas pour le lait, par exemple, les agriculteurs changer leur système et enfin avoir des systèmes qui sont le moins impactants pour l'environnement. Du côté de la Chambre d'agriculture, on l'assure, les pratiques ont bel et bien changé en profondeur. Un prochain plan gouvernemental anti-algues vertes devrait voir le jour pour la période allant de 2017 à 2021. Et pendant ce temps, au large de Douarnenez, Marc Pointu vit son 59e jour en solitaire sur le phare de Thévenec. Son objectif, attirer les regards sur le patrimoine des phares et balises. Chaque soir, il nous livre son carnet de bord et aujourd'hui, il nous parle des travaux à faire sur Thévenec. Regardez. Je voudrais vous présenter quelques aspects des travaux à faire à Thévenec. Aujourd'hui, la terrasse. Voici les travaux qu'il y a à faire sur le rebord ouest du mur de la terrasse, qui est complètement parti. Les eaux s'infiltrant, évidemment, ça désolidarise les pierres, vous voyez, et donc ça percole à travers la fente pour l'agrandir, ce qui se propage après en fente aussi sur le sommet de la terrasse. Ce qui fait que l'eau passe dans la salle en dessous. D'autres aspects, les liaisons entre les pierres qui s'agrandissent et qui fendent, bien entendu, les blocs entre eux quand ils ne sont pas enlevés par la mer à force d'être abîmés. Et voilà, nous continuons demain sur d'autres aspects. Allez, tout de suite, on plonge sous les mers à la recherche de l'énergie de demain avec nos invités. 20 000 watts sous les mers, c'est le nom d'un documentaire passionnant diffusé sur TBO ce jeudi à 20h45. Moira Chapdelaine, vous êtes la réalisatrice de ce film qui retrace l'incroyable aventure de l'hydrolienne Sabella D10, immergée en mer d'Iroise il y a bientôt un an, c'était en juin 2015. Cette hydrolienne, c'est vous et votre équipe Sabella qui l'avez développée, Jean-François Davio. Vous êtes donc le héros du film, comme je le disais tout à l'heure. Moira, à quel moment du projet vous êtes intervenu, vous vous êtes dit, là c'est quelque chose, il faut que je filme? Alors ça a commencé en fait un tout petit peu avant que je me dise qu'il fallait que je filme. On avait un projet qui était un projet un peu plus thématique sur les EMR en Bretagne, donc les énergies marines renouvelables. Sur les énergies renouvelables en Bretagne, et on s'est intéressé à plusieurs projets et on a cherché des porteurs de projets. L'idée c'était vraiment de partir d'idées, de personnes plutôt que de partir de choses un peu conceptuelles sur l'énergie renouvelable, c'est ci ou ça. On voulait partir de gens qui nous expliquaient, donc c'est pour ça que ce documentaire certainement est un peu pédagogique. Et du coup, j'ai rencontré Jean-François, on se posait la question en décembre 2011. Oui. Voilà, j'ai commencé à filmer en 2012. Et puis j'ai arrêté de filmer en juin dernier, exactement. Qu'est-ce qui vous fascinait avec l'aventure de l'hydrolienne D10 ? Je sais pas ce qui me fascinait exactement, c'est-à-dire que j'ai appris beaucoup de choses en fait. Au début, j'ai lu, je me suis renseignée, on m'a parlé d'un projet un peu fou, d'une espèce d'hydrolienne qu'on allait mettre sous l'eau, d'une espèce d'éolienne qu'on allait mettre sous l'eau qui s'appellerait une hydrolienne, très bien. Puis en fait, au fur et à mesure où j'ai filmé, je me suis rendu compte qu'on était quand même sur des problématiques qui étaient très importantes, qui étaient des vraies problématiques d'avenir. On parle quand même de l'énergie de demain, donc on parle pas juste d'un projet, mais on parle de choses qui sont quand même notre avenir à nous aussi, et de projets de société, Et puis je me suis bien attachée à Jean-François, à son équipe. Alors moi, mon héroïne, c'est l'hydrolienne, c'est pas Jean-François. Je suis désolée, Jean-François, tu n'es pas mon héros. Non, mais c'est vraiment, il y a vraiment une énergie dans cette équipe. Et puis tout à coup, c'était de suivre, de rentrer aussi quelque chose que je connaissais pas du tout dans un processus industriel. C'est pour ça que ça a été très long. Moi, tous les 6 mois, je croyais que 6 mois après, j'aurais fini. Puis tous les 6 mois, je me rendais compte, non, on n'a toujours pas vu la couleur des pales. Bon, c'est pas grave, voilà. Donc du coup, j'ai filmé de manière récurrente, on va dire à peu près tous les 6 mois, je revenais, il y avait des nouvelles, il y avait des étapes. C'est un projet qui est très long quand on regarde tout ça, Jean-François Davio, donc on vous suit un peu
tout au long du film. Et on voit que ça a été un peu le parcours du combattant. Quand vous voyez le film, vous êtes fier du chemin parcouru, j'imagine. Complètement. On assume pleinement, mais effectivement. Donc, Moira a vécu à nos côtés les affres de cette aventure. C'est pas fini d'ailleurs. Ça continue. Dans la presse, on était encore dernièrement. On est à la fin de la première période de démonstration. On va repartir pour une autre période. On est dans une phase d'apprentissage, clairement. C'est l'hydrolien aujourd'hui, c'était l'éolien il y a 30 ans. On apprend énormément de choses. On turbine les tempêtes. On est dans des écoulements turbulents sur ces zones hostiles. Voilà, et donc il faut adapter et réguler l'énergie produite pour l'apporter sur le réseau. En tous les cas, on comprend très bien avec ce film 20 000 watts sous les mers. Ce film est très pédagogique. On comprend bien les enjeux des énergies renouvelables, en particulier pour la Bretagne. On va regarder tout de suite un petit extrait de votre film 20 000 watts sous les mers. L'intérêt des grands groupes et des énergéticiens pour les technologies développées par les PME françaises et européennes est le signe que la filière des énergies marines est l'un des enjeux économiques et industriels de demain. D'autres démonstrateurs sont en cours d'essai. EDF et DCNS testent le prototype Open Hydro sur le site de Paimpol-Bréhat. Alstom et GDF Suez ont opté pour la technologie Océade, développée par TGL. Autant de concurrents pour Sabella, qui reste le seul détenteur d'une technologie 100% française. Si le démonstrateur permet de valider la technologie, l'étape suivante est celle de la ferme pilote, c'est-à-dire l'installation de 3 à 10 machines en conditions réelles d'exploitation et raccordées au réseau. Cela doit permettre d'acquérir une expérience qui servira à consolider les futures offres commerciales. Car le but est bien là. Aboutir à l'implantation de fermes hydroliennes commerciales, c'est-à-dire 50, 100 ou 400 machines qui pourront à terme devenir une alternative aux centrales nucléaires. L'enjeu est donc de taille. Il s'agit bien de créer une nouvelle filière énergétique et industrielle. Alors entendez, Jean-François Davy, on entendait un projet 100% français. C'est rare aujourd'hui dans ce secteur-là. Aujourd'hui, on a trouvé autour de nous des adossements à des PME industrielles qui nous ont permis de réaliser cette machine complètement en France, oui. Je ne saurais pas me porter dans un futur très lointain. À l'export, il y aura bien évidemment des conditions de local content, comme on dit, enfin de contenu local, où il faudra bien sûr composer avec d'autres acteurs à l'international. Mais aujourd'hui, oui, cette technologie est complètement française. Complètement. Il a fallu vous battre donc pour trouver des financements, mais aussi pour développer le projet en mer d'Iroise, comme on le découvre dans le documentaire. L'État était plutôt branché par le courant du rat blanchard en Normandie. Donc, comment vous avez convaincu vos partenaires, les financements, que ça se passe avec le courant du front vert? Ça s'est passé beaucoup avec Jean-Yves Le Drian, qui était un peu à l'origine d'un premier projet qui était Sabella D03, donc la première hydrolienne qui a été immergée en France à Bénodet, qui a compris qu'effectivement il y a un enjeu énergétique en Bretagne, puisque nous sommes dépendants des Pays de Loire et de la Basse-Normandie, et produire en bout de réseau dans le front vert, en mer d'Iroise, ça fait beaucoup de sens, effectivement. Donc il a réussi à fédérer les acteurs territoriaux pour accompagner ce projet, effectivement, dans des financements publics, aux côtés de financements privés, pour lancer Sabella D10. Mais ça a été un long chemin que de trouver ces financements, sans doute un peu plus compliqué que la partie technique. Mais voilà. Alors on est donc on finit la première année de test de l'hydrolienne D10. Quelle est la suite? Vous en parliez un petit peu tout à l'heure. Là, vous allez passer dans quelle phase? Donc des premiers résultats tout à fait prometteurs, quelques défauts de jeunesse qu'on va corriger. Donc on va remonter durant l'été, là, puisqu'on est à la fin de la période d'autorisation d'implantation sur le domaine public maritime, qui était de 12 mois. Et puis on a redéposé déjà des demandes d'autorisation pour une poursuite pour 3 années supplémentaires à travers donc la continuité de l'apprentissage et de l'acquisition de connaissances autour de ces machines et de leur exploitation, et également pour des projets plus bretons, centrés sur l'indépendance énergétique des îles, et de faire quelque part de Ouessant une espèce de vitrine à l'international de ces technologies, qu'elles soient hydroliennes, mais qu'elles soient aussi smart grid. Et l'international, justement, est déjà intéressé par les hydroliennes Sabella? Complètement, on a pas mal de contacts, principalement en Asie, donc
grands pays, que ce soit l'Indonésie, les Philippines, grands pays d'îles, où on rencontre des problématiques qui sont un peu similaires et où l'électricité est très chère. Et effectivement, ces machines qui aujourd'hui sont pas dans des modes industriels matures, donc construites unitairement, sont relativement chères, mais trouveront une compétitivité où cette électricité est chère, donc dans les îles. Vous parlez d'îles. Moira, vous êtes allée à la rencontre des Ouessantins aussi dans le documentaire. Il y a vraiment cet aspect humain et pas que technique dans ce film. Ouais, et c'est rigolo, les Ouessantins sont très fiers d'être associés à un projet novateur. Ah bah oui, c'est un projet d'avenir. Alors pour une fois, on est associé voilà, le maire le dit très bien. Il dit, nous, on n'est pas que des cartes postales. Et en fait, voilà, pour nous, aller vers s'inscrire dans un projet d'avenir, c'est donner voilà, un avenir à nos îles, parce que évidemment, il est quand même très conscient que les îles, la population vieillit, qu'il y a de moins en moins de personnes qui vivent là-bas, et que donc du coup, tout d'un coup, si on offre une perspective, et la perspective par exemple d'une énergie qui ne coûterait rien sur l'île, qui serait totalement 100% renouvelable, et tout ça, c'est des propositions d'alternatives de vie qui sont vraiment, qui je pense peuvent redynamiser complètement ces territoires. Juste un mot pour finir, parce qu'on n'a plus beaucoup le temps. Est-ce que vous allez continuer à filmer la suite? Il y aura un tome 2, un numéro 2 Je sais pas, on verra. Bon, à suivre, vous viendrez nous en reparler. L'aventure continue en tout cas. Oui, merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle que le documentaire 20 000 watts sous les mers, c'est ce jeudi à 20h45 sur TBO. Tout de suite, on passe à l'instant coup de pouce. Olivier Lazenec, vous êtes crêpier à Landéda depuis 8 ans. Votre crêperie s'appelle Histoire de crêpes et vous êtes un véritable passionné de produits locaux, très attaché à votre terroir, le pays des Abers. Vous développez un nouveau produit original, le petit gazec, comme vous l'appelez. Mais qu'est-ce que c'est exactement, Olivier? Le petit gazec est tout simplement un roulé de crêpes, beurre et sucre et pommes, voilà, qui est inspiré du Queen Amand, tout simplement. Comment est née cette idée? Une idée un petit peu farfelue, des essais à la cuisine avec un ami dans lequel on s'est associé pour créer une société pour produire ces petits gazecs. Et voilà, et puis on a fait des essais, on a fait la cuisson, on l'a goûté, et puis c'est vrai que là je me suis dit mais purée, c'est bon quoi. C'est quelque part même, alors donc on l'a mis à goûter auprès des gens à Landéda, sur des salons, des foires, des trucs comme ça. Et puis c'est vrai que la réaction des gens, c'est meilleur que le Queen Amand, c'est moins gras. Ah. Et là, voilà, donc on est parti. C'est un bon argument de vente, ça, parce que c'est des fois ce qu'on reproche quand même au Queen Amand. Exactement. Donc voilà, donc on a lancé cette affaire-là. Ça fait donc ce gâteau, je l'ai protégé. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on le produit dans les épiceries fines, dans un alentour de 30 km. Parce que c'est ça la particularité de votre projet, c'est que vous voulez pas le vendre juste dans votre crêperie. Vous voulez quand même une belle dimension commerciale, que ça devienne l'ambassadeur du pays des Abers. Bien sûr. On a eu 75 000 petites pièces comme ça qui ont été vendues en 2015. Effectivement, ce petit gâteau-là, je pense qu'il a l'avenir. En tout cas, moi, j'y crois. Ma compagne aussi, qui m'accompagne dans cette aventure, elle y croit énormément. Et puis aujourd'hui, on a envie, via les financements possibles et inimaginables, donc de créer un labo de production pour toucher aussi le secteur professionnel, parce qu'en fait, j'ai remarqué que ça pouvait très très bien accompagner les cafés gourmands. Donc, à distribuer dans l'hôtellerie-restauration. La grande surface éventuellement Non, les grandes surfaces non, parce que on a envie de garder le produit dans ce genre d'endroit. Et si on va sur les grandes surfaces, évidemment, donc l'épicerie fine ne sera pas très contente, quoi. Et puis regardez le côté aussi un peu luxe, un peu rare du complètement, produit. Voilà. Donc, alors, vous faites appel à la générosité du public via la plateforme de financement participatif kengo.bzh. Vous avez besoin de 10 000 €. Pour l'instant, vous avez déjà récolté 2010 €. C'est pas mal parce qu'il reste encore 47 jours pour participer. Ouais, il y a encore du boulot. Ouais. Il y a encore du boulot, mais ils vont servir à quoi ces 10 000 €? 10 000 € déjà, c'est vraiment une petite somme par rapport au projet, parce que le projet, en fait, on va avoisiner les 60 000 €, quoi. Les 10 000 €. Enclencher le labo. Les travaux, et puis parce qu'en fait, on travaille pour avoir un agrément sanitaire qui répond aux normes agroalimentaires, quoi. Donc ces 10 000 €, c'est vraiment pour amorcer la pompe quelque part, montrer aux banquiers quelque part qu'il y a des gens qui nous suivent, et puis qui va nous aider surtout à peut-être faire un apport pour diminuer un petit peu le montant du prêt, quoi. Donc en fait, j'appelle toutes les sources inimaginables de financement, voilà. Et en plus, Kengo, j'ai découvert Kengo, c'est une sacrée aventure avec eux aussi, donc ils jouent le jeu. Kengo, c'est une plateforme pour les produits
breton. Hein, voilà, donc en tout cas, faut pas avoir peur d'y aller. Quoi. On va proposer, parce qu'il reste une minute à nos autres invités de goûter pour qu'on sache un petit peu ce qu'ils en pensent. Pascal Olivard. Donc, moi, je vais prendre, mais comme je ne vais pas parler la bouche pleine, je le garde pour après le générique. Voilà. Moira, allez-y. Donc, l'idéal, c'est de le consommer un peu tiède. Ouais. Ce que je cherche dans le gazec, c'est d'avoir une partie croustillante à l'extérieur. Ouais. Et moelleuse à l'intérieur. Dedans, d'accord. Voilà. Et alors, il y a des goûts tout à fait différents. On peut avoir, vous parliez de pommes, mais on peut en trouver au chocolat, sucre. Voilà, chocolat, crème d'amande. Ouais. Et puis d'autres défaits qui vont arriver. Bah là, j'en ai fait aussi pour m'amuser avec un petit peu de gingembre et tout. Voilà. Après, on va trouver forcément des déclinaisons. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut que je me cible vraiment bien pour améliorer encore le gâteau. Alors, qu'en pensent nos chers invités? Un succès, c'est très bon, c'est très bien. C'est bien, messieurs, dames, rendez-vous sur kengo.bzh donc pour participer au projet. On vous souhaite bon vent pour la suite, Olivier. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. D'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.